lisez de toute urgence Défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bienvenue dans La Petite Histoire, et pour ce dernier épisode de la saison, disons que je savais pas trop quoi faire et que le thème m'a été dicté par l'actualité, puisque le 22 juillet dernier, il y a quelques jours, nous fêtions l'anniversaire de la mort d'un prince au destin très tragique, Napoléon II. Napoléon II, roi de Rome, surnommé l'Aiglon, bien entendu c'est le fils de Napoléon Ier, son seul fils légitime qu'il aura eu avec l'impératrice Marie-Louise d'Autriche. Tant d'espoir reposait sur les épaules fragiles de ce garçon, puisqu'il devait, ni plus ni moins, succéder à son père et hériter de l'Empire. Et justement, c'était peut-être un peu trop. Je l'ai dit, il a eu un destin tragique, brisé, il n'aura régné théoriquement que 2 semaines et sera ensuite enlevé en Autriche, puis élevé à la cour de Vienne comme un simple prince autrichien coupé de ses racines. C'est triste, mais nous en France, on aime bien ce genre d'histoire, ce genre de tragédie romantique. Et comme je n'avais jamais fait d'épisode sur lui, je me suis dit qu'il était temps de lui rendre hommage. C'est parti. La tragédie dans la vie de Napoléon II, elle commence dès sa naissance, puisque l'accouchement aura été extrêmement douloureux pour l'impératrice Marie-Louise, qui a failli y passer, et l'enfant aussi. Mais finalement, le 20 mars 1811, vers 9 h du matin, les coups de canon commencent à retentir, le peuple attend, et on compte 19, 20, 21, puis 22. C'est donc un garçon, et c'est une explosion de joie qui secoue la foule. On tire donc 101 coups de canon et Napoléon organise une semaine de festivités à Paris et fait réciter des Te Deum dans toute la France. Enfin, l'empereur a son héritier et c'est pour cette raison qu'il avait dû, à regret, répudier Joséphine qui ne pouvait lui en donner. Désormais, non seulement il peut enfin asseoir sa dynastie, mais en plus il mêle son sang avec celui de la prestigieuse monarchie autrichienne. À ce moment, il pense enfin qu'il va obtenir la paix qu'il désire tant. Sauf que là, c'est une première désillusion, puisque peu après la naissance de cet enfant, la situation commence à s'envenimer avec la Russie qui n'applique pas le blocus et complote avec l'Angleterre, et on connaît la suite. Mais sur le moment, c'est une joie immense. L'enfant reçoit pour prénom Napoléon François Charles Joseph. Il est baptisé le 9 juin 1811 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec une cérémonie grandiose, et il reçoit dès sa naissance le titre de prince impérial, bien sûr, mais aussi de roi de Rome. Pourquoi roi de Rome? Eh bien tout simplement en raison d'une tradition chez les empereurs germaniques qui faisaient couronner leur héritier roi de Rome. C'est aussi en lien avec Charlemagne et ses liens avec l'Italie. C'est aussi pour ça que Napoléon était roi d'Italie. Bref. Son éducation est confiée à Madame de Montesquiou, une descendante de Louvois qu'on a nommée gouvernante des enfants de France, et cette éducation sera solide et bien assurée. Napoléon a beaucoup d'affection pour son fils, il passe un peu de temps avec lui, on a des gravures et des tableaux qui le représentent en train de jouer ou en train de lui lire un livre. Oui, c'était de la propagande, évidemment, mais son affection était réelle. Mais les problèmes arrivent vite, puisqu'en 1814, les coalisés envahissent la France et Napoléon part en campagne. Il dit au revoir à sa femme et à son fils et charge la garde nationale de leur sécurité. Il ne le sait pas, mais il ne les reverra jamais. La campagne tourne mal, on le sait, il est à Fontainebleau, vaincu. Il rédige un acte d'abdication en faveur de son fils le 4 avril, mais ça ne passe pas. Alors 2 jours plus tard, le 6 avril, il est contraint d'abdiquer pour lui et pour ses descendants. Napoléon est envoyé sur l'île d'Elbe, l'impératrice et le roi de Rome sont quant à eux ramenés en Autriche, et dès cet instant, le petit prince impérial déchu, qui n'a que 3 ans, ne reverra plus jamais la France, ni son père, et sera élevé en prince autrichien. Mais il régnera, c'est pour ça qu'on l'appelle Napoléon II, il régnera théoriquement du moins, parce que après les 100 jours et la défaite de Waterloo, Napoléon abdique à nouveau en sa faveur. Et cette fois, les chambres valident et le reconnaissent sous le nom de Napoléon II, le 22 juin 1815. Mais ça ne durera pas, parce que c'est finalement les Bourbons qu'on rappellera sur le trône le 7 juillet. Il n'aura donc régné que 15 jours, le tout à 4 ans, et en n'étant pas du tout en France, puisqu'il était toujours à Vienne. C'est donc un règne très symbolique. Son éducation va alors être gérée par son grand-père, l'empereur François Ier d'Autriche, qui éprouvera une sincère affection pour lui, lui aussi. Il le nommera duc de Reichstadt en 1818, puis caporal dans l'armée, et enfin capitaine.
En revanche, je l'ai dit, c'est en prince autrichien qu'on l'élève. On ne l'appelle pas Napoléon, mais Franz, hein, François en autrichien. Et on fait tout pour le couper de ses racines illustres et l'empêcher de se rattacher à son père. Son père qui meurt en exil à Sainte-Hélène en 1821. Le jeune Napoléon II a alors 10 ans et dès lors il est étroitement surveillé parce qu'il devient l'objet de crainte de la part de toutes les monarchies européennes qui craignent un retour en France. Parce qu'en France, le parti bonapartiste place désormais tous ses espoirs dans un éventuel retour de l'héritier et il devient ainsi une sorte d'icône romantique et un martyr qui est retenu en captivité loin de son destin. On fait tout à Vienne pour le couper de ses racines. Il mène une vie triste, une vie d'ennui, de mélancolie, de nostalgie. Mais ce qu'il y a de touchant avec ce garçon, c'est que malgré tout ça, il va de lui-même se lancer dans une quête pour apprendre à connaître son père. Il se rend régulièrement à la bibliothèque du palais de Schönbrunn et se renseigne abondamment sur Napoléon Ier, sur la France et sur l'Empire. À partir de 1830, c'est les Trois Glorieuses et tous les regards se braquent sur lui à nouveau, dans l'espoir qu'il vienne relever le trône impérial. Et il se met même à entretenir une relation avec le duc de Marmont, l'ancien maréchal de Napoléon. Malheureusement, sa courte vie touche à sa fin. Au retour d'une revue militaire, il prend soudain très froid. Il est atteint d'une tuberculose, mais les médecins le soignent pour autre chose. Et Metternich, l'ambassadeur d'Autriche, l'empêche de rejoindre sa mère. Je dis ça parce qu'il y a évidemment des rumeurs disant qu'on l'aurait volontairement mal soigné et laissé mourir. Quoi qu'il en soit, il meurt le 22 juillet 1832 au palais de Schönbrunn à seulement 21 ans. Ainsi fut la fin tragique et romantique du seul fils héritier de Napoléon. Sa légende va perdurer après sa mort. En 1852, Victor Hugo lui dédie un poème et le nomme pour la première fois l'Aiglon. Et ensuite, c'est en 1900 qu'Edmond Rostand va populariser ce surnom avec sa pièce du même nom qui rencontre un franc succès. Et puis, lorsque Napoléon III prendra le pouvoir et se nommera empereur, eh bien, il prendra le titre de Napoléon III, histoire de marquer le coup et de saluer la mémoire de ce jeune au destin brisé. Même depuis Sainte-Hélène, Napoléon a toujours espéré que son fils, duquel on l'a privé, puisse un jour relever la couronne impériale et prendre sa suite. Voyez plutôt ce qu'il écrit depuis son exil, je cite « Mon fils ne doit pas songer à venger ma mort, il doit en profiter. Que le souvenir de ce que j'ai fait ne l'abandonne jamais, qu'il reste toujours comme moi, français jusqu'au bout des ongles. Tous ses efforts doivent tendre à régner par la paix, que mon fils fasse éclore tout ce que j'ai semé. » Malheureusement, le sort en aura décidé autrement. C'est un destin brisé qui attendait cet Aiglon, qui dira lui-même sur son lit de mort « Ma naissance et ma mort, voilà toute mon histoire. » Il aura droit lui aussi à son retour des cendres en France. Napoléon, c'était en 1840 sous Louis-Philippe. Et bien pour Napoléon II, ce sera en 1940 à l'initiative d'Adolf Hitler. Et oui. Il repose donc désormais aux Invalides, aux côtés de son père, et comme ça aura été le cas de son vivant, dans l'ombre éternelle de celui-ci. Merci à tous, et je vous souhaite de bonnes vacances.